Merci d'avoir choisi Chérifla Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. En dépit des mesures dissuasives prises par les pouvoirs publics, il n'est pas rare de voir les jeunes essentiellement ruraux se ruer vers les zones d'orpaillage. La rédaction s'est intéressée à ce sujet qui a été réalisé par Abdoukarim Sako et Baba Keïta. Suivons-les. Métal de valeur, voire de toutes les valeurs pour certains, cette pierre précieuse tant chérie continue de donner beaucoup d'appétit à bon nombre de personnes, singulièrement des jeunes prêts à le posséder même au prix de leur vie. Cette pierre, c'est l'or. La quête de l'or demeure l'une des causes principales de l'exode royal vers les zones d'orpaillage, malgré tous les risques que cela comporte. Franchement, moi personnellement, je n'aime pas ça. Mais les jeunes sont obligés d'aller là-bas parce que ce qu'ils cherchent en brousse là-bas, au moment de la saison des pluies, ils ne parviennent pas à trouver ça là-bas. Raison pour laquelle ils partent là-bas pour chercher de l'or là. Sinon, c'est pas normal, hein? C'est pas normal. Mais tout ça, c'est l'État qui doit faire mettre le paquet pour les jeunes qui viennent de la brousse là, qui sont cultivateurs, ils donnent les charrues, tu vois, donner les financements, les financer là-bas, c'est mieux. C'est pour cela, même aller en Espagne là, tout ça là, c'est pas la peine. C'est l'envie quoi. Sinon, si ça va chez toi, tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas aller n'importe où là. Tout le monde est bien chez lui. Il y a des jeunes là, en période hivernale là. C'est pas bien pour nos parents. C'est pas bien pour nos greniers. Parce qu'on n'a que 3 mois hivernal dans les 12 mois de l'année. Bon, l'hivernage, c'est fait pour la culture. Si les jeunes paysans ils quittent leur village, leur amour de culture pour aller dans les placers, pour aller chercher de l'or, j'ai dit d'abord il y a un danger. La terre est humide pendant l'hivernage. Alors il peut y avoir l'écroulement des terres sur les gens. Donc ils seront enterrés vivants. C'est pas intéressant. Il y a trop de risques. Bon, j'ai dit encore que l'hivernage c'est fait pour la culture. Au lieu d'aller chercher de l'or, qu'ils aillent cultiver chez eux, assurer leur survie en remplissant les greniers ou à des fois en tout cas avoir de quoi se nourrir et après l'hivernage, ils peuvent aller chercher l'or. Et puis il n'est pas dit que tout le monde aussi va avoir cet or-là. C'est pour les chanceux. En dépit des dangers encourus par les jeunes chercheurs d'or, surtout en période hivernale, certains leur reconnaissent tout de même un courage salutaire. Mais je sais que c'est de braves gens, parce que pour aller vraiment travailler dans les placers, pour creuser la terre et avoir le niveau de profondeur te permettant d'avoir l'or, il n'y a pas moins de 8 à 9 mètres. C'est le minimum. Et ils font ça en 2-3 jours. Et au fond de la terre, quand ils regardent, il n'y a pas d'or, ils abandonnent ce trou-là pour aller creuser un autre trou. Donc grosso modo, dans le mois, une équipe de 3 personnes, ils vont faire 10 trous. Chaque trou prend au minimum 3 jours. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là, ils ne sont pas courageux. Ils sont courageux. Mais la période choisie par eux là, pour aller faire chercher de l'or, l'hivernage là, vraiment c'est pas la bonne période. Quoi qu'il en soit, le ventre affamé n'a point d'oreille, dit l'adage. Ces chasseurs d'or ne le feraient pas au détriment du travail de la terre s'ils avaient l'appui des pouvoirs publics en termes d'emploi. En tout cas, c'est ce que pensent d'autres. L'État n'a pas joué son rôle, sans mentir. L'État a une part dedans. Vraiment. L'État n'a pas joué son rôle. Parce que tout le temps, si tu vois que les jeunes viennent à Bamako, quittent leurs parents, le père, tout le monde veut être à côté de ses parents. Mais si tu vois que tu quittes les parents pour venir chercher de l'or dans les Niaï là, non, c'est pas la peine. L'État doit faire tout pour donner des financements aux jeunes là qui sont en brousse pour qu'ils puissent cultiver, pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La terre ne mange jamais. Et puis ils vont les convaincre, ils vont réussir, mon frère. Je dis au temps de Moussa, quand arrive l'hivernage, les gendarmes, en tout cas dans la zone de Kenyaba, les gendarmes partaient en brousse pour renvoyer les gens afin qu'ils aillent cultiver. On leur disait que l'or qu'ils trouvaient là, sous terre là,
c'est pas l'or là qu'on va mettre dans la marmite pour manger. C'est du riz, ou du mil, ou du maïs, en tout cas du céréal. Certes, le produit de vente de l'or leur permet d'avoir le céréal, mais faut-il encore que d'autres cultivent. Mais si dans la zone vraiment propice pour la culture, où il y a une abondance d'eau, les habitants de cette zone-là refusent de cultiver pour aller chercher de l'or, bon vraiment, c'est pas bien. Et pour finir, je dis que l'indépendance même de l'individu, c'est que tu produis toi-même ce que tu manges. Si tu ne produis pas toi-même ce que tu manges, ta nourriture dépend de quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'esclavage. Donc je conseille aux jeunes, vraiment, pendant l'hivernage, qu'ils aillent cultiver. Après la culture, qu'ils aillent tenter leur chance, où ils veulent. En attendant que n'arrivent les soutiens providentiels, ces jeunes orpailleurs artisanaux doivent vivre. L'artisanat est un secteur important dans l'économie de notre pays. Cependant, nos artisans se trouvent confrontés à plusieurs difficultés. Ces dernières années, une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le terrain pour en savoir davantage sur la situation. Cette équipe est conduite par Al-Amidou Badeni et Draman Malé. Il n'y a pas de sot-métier, il n'y a que de sots-gens. Ici, nous sommes dans la cour de l'artisanat de Bamako. Ces artisans habiles travaillent le bois, le bronze et le cuivre pour confectionner avec dextérité tantôt des statues, tantôt des sacs ou des chaussures, voire des instruments traditionnels de musique. Dans ces autres magasins, des fabricants de colliers, de bracelets et de bijoux. Cette activité artisanale nourrit son homme et avec lui toute une famille et constitue un pan essentiel de l'économie nationale. Le marché, ça ne va pas. Le marché, ça ne va pas du tout. On ne gagne plus rien ici. Il n'y a pas de marché, on fait du travail, mais il n'y a pas de clients. Par exemple, moi comme ça ici, j'ai milliers de marchandises ici, mais rien qui bouge. Il faut voir l'emplacement de l'artisanat, c'est trop désordonné. Il y a les boubets, il y a les ordures, les motos sont enclassées devant les boutiques, les clients ils ne peuvent pas passer. Nous, les toits de l'artisanat, l'eau rentre dedans, ça gâte nos matériels. Donc on a assez, nous les artisans, on paye tout. On paye les taxes, on paye les impôts, on paye les magasins. Mais on n'arrive pas à satisfaire. Pourquoi? Un secteur jadis florissant, mais qui se trouve plus que jamais confronté à plusieurs difficultés, car il tire surtout profit des visiteurs étrangers. Mais la crise sécuritaire de 2012 a mis un frein à la prospérité du marché artisanal, car les touristes se font de plus en plus rares. À cela s'ajoute la contrefaçon et le désintéressement de la population vis-à-vis de ce patrimoine national au profit des produits importés de fabrication industrielle. Vraiment, le Mali a besoin de stabilité, quoi. Il faut que le pays soit stable pour qu'on puisse recommencer nos activités comme avant, quoi. Les Maliens qui sont nés à l'extérieur, c'est eux qui viennent acheter nos couleurs ici. Par exemple, les objets que vous voyez là, ça c'est avec les couleurs du Mali. Donc si tu amènes les objets comme ça dans les pays étrangers, ça montre l'amour de patriotique, quoi. C'est pour cela que les étrangers, les Maliens qui sont nés à l'extérieur, ils viennent acheter les objets comme ça. Et puis c'est l'Afrique aussi, quoi. Le marché, ça ne va pas beaucoup bien. Depuis les conflits du Nord, là, ça a fait que les touristes ne viennent pas beaucoup chez nous ici. Mais malgré ça, on arrive à assumer nos besoins. Mais nos problèmes actuellement, les clients qui viennent acheter nos produits pour aller les produire avec d'autres métals qui n'est pas de l'argent ni de l'or, ils viennent vendre moins cher au marché. Presque les Chinois viennent acheter ou viennent prendre les photos, vont en Chine, vont les produire. Donc nous, notre création n'aura plus de valeur. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. Outre ces difficultés, l'accès au marché de l'artisanat demeure difficile et le nombre de magasins inférieur à la demande. Les artisans en appellent à une plus grande implication des autorités pour redorer ce secteur qui emploie des centaines de personnes. Malgré des avancées considérables dans la médecine moderne, d'autres font toujours recours aux arboristes ou guérisseurs traditionnels pour soigner leurs maladies. Élément de réponse avec Samaïra Sanogo et Sédou Niari.
Malgré des efforts louables fournis en ce 21e siècle par des scientifiques pour étendre davantage la modernisation en médecine, plusieurs personnes continuent à fréquenter nuit et jour les lieux et habitations des professionnels thérapeutes pour en finir définitivement avec le mal de leur corps. Le médicament local, la plante est très efficace. Aujourd'hui, ça va ensemble avec le modèle. Ensemble. Il y a les choses modernes. Il ne peut pas puis les gérer. Et nous, on peut les faire. Par exemple, vous voyez l'état de l'IST. L'IST, il est devenu un peu chronique. Arrivé un moment, les antibiotiques modernes, ça rejette souvent. Ça ne peut plus. Bon, avec notre plante, l'antibiotique local, qui est plus efficace, plus naturel, plus direct, aucun produit méchique, ça aide beaucoup les malades qui souffrent pour cette maladie. Dans le souci de renforcer leurs capacités en termes de résultats et pour mieux répondre aux soucis de la population, on doit beaucoup de considération et de protection aux arbres, socle de leur réputation, au dire des thérapeutes. Moi, la population, qu'est-ce que moi je vais informer à la population qui m'écoute maintenant, c'est la maladie. Une fois et tout, voir les symptômes de maladie dans ton corps. Il ne peut pas aller trop loin, il ne peut pas donner du temps à lui. Il faut l'attaquer rapidement. Il faut l'attaquer parce que cette maladie est devenue chronique, bien assise dans le corps. Il y a beaucoup de racines maintenant. Pour les enlever, ça devient un peu compliqué. Bon, depuis au début, il faut l'attaquer. Le modèle avec le local, ça peut réagir. Signalons qu'il existe souvent un profond canal de communication, sinon de professionnalisme, entre les thérapeutes et les modernistes pour rapprocher davantage la santé à la population. L'actualité africaine et internationale est commentée par Moussa Famba. En République démocratique du Congo, 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre sont déclarées irrécevables. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale congolaise. Sont concernés l'ancien vice-président et l'un des principaux opposants Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins, les anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Amuzito et Sami Badibanga, Jean-Paul Mokangolo et Marie-Josée Ifoku. Pour les législatives, sur 15 555 candidatures reçues, 282 ont été considérées par la commission électorale nationale indépendante à CENI comme irrécevable. Plus tôt dans la soirée, avant même que la CENI ne s'exprime, 6 candidats à la présidentielle ont pris les devants. Dans un communiqué, ils ont mis en garde la commission électorale. Ils lui ont demandé de ne pas céder aux injonctions politiques visant à exclure certains candidats à la présidentielle. L'ex-président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé jeudi sa candidature pour représenter le parti de l'opposition, le NDC, à la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. John Dramani Mahama, âgé de 59 ans, a promis de porter le Ghana plus haut en modernisant la société et en dynamisant une économie délabrée. L'ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins 4 autres candidats lors de la primaire du parti prévue entre octobre et novembre. John Dramani Mahama avait été élu président en 2012 mais n'avait pas été reconduit à son poste en 2016. Face à Nana Akufo-Addo du NPP. Il avait notamment perdu l'élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption. L'opposition l'avait accusé d'avoir reçu un véhicule tout-terrain de la part d'un entrepreneur burkinabé en échange de l'attribution de contrats pour la construction d'une route et d'un mur autour de l'ambassade du Ghana à Ouagadougou. La décision du gouvernement espagnol de renvoyer vers le Maroc 116 migrants africains dès le lendemain de leur entrée en force dans l'enclave espagnole de Ceuta a été durement critiquée vendredi par Podemos et les ONG de défense des droits des migrants. Le parti de gauche radical Podemos, qui avait favorisé l'arrivée au pouvoir en juin du socialiste Pedro Sánchez, a jugé scandaleux ce type de pratique. On peut difficilement garantir les droits humains quand des refoulements sont réalisés en si peu de temps, a déclaré le député Chema Guijarro. Il a plutôt appelé le gouvernement à agir comme au premier jour de son mandat quand il avait accueilli le navire Aquarius chargé de migrants ou promis de retirer les barbelés des clôtures barrant l'accès au micro-territoire espagnol de Ceuta et Melilla enclavés dans le Maroc. Les 116 migrants africains qui ont été expulsés jeudi étaient parvenus à escalader la haute barrière de Ceuta.
Les représentants de 10 États de l'Union européenne réunis vendredi à Bruxelles en Belgique n'ont pas trouvé de solution à la crise des migrants recueillis à bord du bateau Dissouti malgré l'ultimatum de Rome. L'Union européenne a failli à ses principes de solidarité et de responsabilité, a réagi sur Facebook le chef du gouvernement Giuseppe Conte, dénonçant le fossé teinté d'hypocrisie entre les paroles et les actes après l'échec de cette réunion. Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, avait sommé la Commission européenne de trouver une solution sur leur répartition, faute de quoi la contribution italienne au budget de l'Union européenne pourrait être suspendue à compter de l'année prochaine. La Commission européenne avait ensuite estimé que les menaces n'avaient aucune utilité dans le débat. Trouver une solution pour des gens à bord est notre principale priorité, avait répondu le porte-parole de la Commission lors d'un point de presse. Voilà, avant de refermer cette édition d'information, voici la page sport. Afro-basket de moins de 18 ans, garçon qualificatif pour la Coupe du Monde de la catégorie, a démarré hier dans l'après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga avec un score large des Aiglons du Mali face au Sili national par un score de 141 à 49, soit un écart considérable de 92 points. Youssouf Koulibaly et Draman Malé. Pays hôte de la compétition, les autorités politiques et administratives du Mali ainsi que les premiers responsables de la FIBA Afrique ont mis tous les moyens afin que cette compétition de basketball, synonyme de brassage culturel et de l'intégration africaine, soit une réussite. Mesdames et messieurs, de 1996 à 2018, le Mali a été honoré sur l'échiquier continental et international à travers les équipes nationales de basket, toutes catégories confondues. Le Mali, pays de basket, souhaite gagner ce trophée afin de confirmer la parole de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, qui disait que le Mali doit demeurer un pays de basket. Au nom de FIBA Afrique, je tiens à saluer les performances du Mali en matière de catégorie jeune. À toutes les délégations participantes, je souhaite un très bon Afro-Basket U18 masculin qualificatif pour la Coupe du Monde 2019. FIBA Afrique remercie tous les acteurs du basketball malien et surtout la forte présence des fans du basketball pour cet événement majeur de notre organisation continentale. En ouverture, les Aiglons du Mali, vêtus en blanc, étaient face à la Sili nationale de la Guinée-Conakry, vêtus en noir. Dans le premier acte du jeu, les jeunes Maliens privent les Guinéens de la balle et multiplient les paniers. 37-6, c'est le score à la fin du premier quart-temps. Le second acte du jeu sera à l'image du premier. Les Aiglons pulvérisent la défense du Sili et enchaînent les paniers. 79-16, c'est le score à la mi-temps. Le troisième quart-temps ne sera qu'une simple formalité pour les hommes du coach Alain Diko. 107-36, c'est le score à la fin de cet avant-dernier quart-temps. Le calvaire des Guinéens ne se stoppera pas car les camarades du capitaine Martin Diaguité, de Sirima Kanouté ou encore du meilleur répondeur de l'Afro-Basketball mondial des moins de 17 ans, Oumar Ballo, vont tout simplement laminer les cadets guinéens par un score sans appel de 141 à 49. En fait, je peux dire, nous n'a pas donné beaucoup de temps pour les préparations, juste, on ne s'est pas beaucoup préparé, je n'ai pas beaucoup à dire. On a trop dribblé et les passes ne marchaient pas aussi. On a moins carburé, donc on dirait qu'on n'était pas motivé, mais on va encore plus donner demain. Vraiment, on est 12 joueurs, tout le monde est important, tout le monde a joué ce soir, on a vu. Il n'y a pas de star. Je pense que si on veut aller loin dans cette compétition, c'est ensemble qu'on la gagnera. On est 12 vrais joueurs, tout le monde peut marquer, tout le monde peut bien jouer. Ce soir, c'est peut-être Diabaté qui a mis 30 points, mais demain ce sera un autre. Et c'est vraiment notre force. Tous les joueurs sont bons. Et la stat que vous venez de montrer sur le banc, on le reflète bien. Mais vraiment, on est une équipe de 12 joueurs complète. Tout le monde est prêt à rentrer et à tout donner pour le Mali. Depuis 3 semaines, on a pu quand même avoir tous ces joueurs en main. On a travaillé longuement, très sérieusement, avec un seul objectif. Entamer cette compétition dans des bonnes prédispositions et arriver à la fin avec l'objectif qui nous a été fixé et remporter cette coupe.
Ce score fleuve est un message fort pour les autres adversaires du Mali. Les Aiglons, gonflés à bloc, affrontent à ce moment précis les crânes juniors de l'Ouganda. Il faut rappeler que les nôtres se trouvent dans le groupe A avec l'Égypte, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et de la Libye. Bon vent aux Aiglons du Mali. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Chérif La Télévision. Au revoir.